messieurs les journalistes. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites ici en Belgique? Merci pour la question. Je m'appelle René Kabala-Mouchia. J'ai passé presque la plus grande partie de ma vie dans la défense des droits de l'homme dans mon pays, le Congo, la République démocratique du Congo. Je me suis investi dans ce travail de défendre les droits de l'homme à partir de 1995, plus précisément à partir du mois de juin, où j'ai commencé à militer au Comité pour la démocratie et les droits de l'homme, CDDH. Et je peux dire que mon mentor, c'est lui qui m'a introduit dans les droits de l'homme, c'est le bâtonnier Maître Mukendi Omulumba, qui fut parmi les fondateurs du Comité des droits de l'homme maintenant, où j'ai évolué jusqu'à occuper le poste de secrétaire général de cette organisation à partir de la fin de l'année 1997, ce qui a coïncidé avec la FDEL qui est entrée au mois de mai 1997. Et après ça, notre plateforme Comité Droits de l'Homme maintenant, qui réunissait à l'époque le CDDH, la SADO, les Toges Noirs, la Ligue des électeurs, le groupe Amos, le Comité Droits de l'Homme, qui fut fondé à l'époque par M. Bouanakabwe, et tant d'autres organisations, m'avait désigné comme secrétaire technique de cette plateforme à partir de l'année 1999. Et c'est pendant cette année que j'ai été délégué par cette plateforme au niveau de la coordination de la société civile de la RDC pour m'occuper de la branche droits de l'homme au niveau national. Et à partir de l'année 2003, j'ai été sollicité par le bâtonnier Mpinga Tibassou, qui a été désigné après le dialogue intercongolais comme président de l'Observatoire national des droits de l'homme, l'une des 5 institutions d'appui à la démocratie qui ont été décidées à partir du dialogue intercongolais. Et là, j'ai été nommé comme directeur de cabinet de cette institution-là pour appuyer le président de l'institution qui était le bâtonnier Mpinga Tibassou. Nous avons travaillé dans le cadre de l'ONDH jusqu'en 2007. Et après 2007, j'ai occupé l'institution ONDH a été supprimée comme c'était une institution de transition. Et la Ligue des électeurs du président M. Paul Sapou m'avait sollicité pour que je puisse travailler dans cette ONG comme secrétaire exécutif. C'est donc la dernière fonction dans les ONG que j'ai occupée avant de quitter le pays le 22 mai 2010. Vous vous rendez compte, c'est presque à une semaine de l'assassinat de notre collègue M. Floribert Chebeya. Et pour l'instant, je vis en Angleterre où je suis en train d'observer l'évolution de la situation des droits de l'homme de mon pays qui n'est pas bonne. Où que vous soyez, la meilleure actualité congolaise est sur EDTV. Au Congo actuellement, on a constaté que les gens sont forcés à quitter leur pays, aller en exil, forcés, qui ne viennent pas de leur volonté. Qu'est-ce qui se passe au juste, vous en tant que pionnier de défense des droits de l'homme? Je voudrais remonter au début de l'arrivée de la FDEL dans notre pays, le Congo. Après le 17 mai 1997, lorsque la FDEL s'est installée à Kinshasa,
la société civile congolaise, surtout la branche des ONG des droits de l'homme, était très active. Et cela constituait un grand danger pour le pouvoir qui venait de s'installer au Congo. Et les animateurs de ces pouvoirs ont tout fait pour museler les ONG des droits de l'homme qui étaient, à leur avis, un grand danger pour l'installation de leur pouvoir, parce que l'opposition politique était déjà pratiquement neutralisée et il fallait s'attaquer aux ONG des droits de l'homme qui étaient présentes sur le terrain, qui exigeaient la démocratisation du pays, qui exigeaient en même temps le respect des droits fondamentaux de l'homme et des libertés fondamentales. Et c'est comme ça que le pouvoir qui venait de s'installer, le pouvoir de l'AFDEL, pour ce pouvoir, il fallait soit neutraliser physiquement les défenseurs radicaux des droits de l'homme ou les pousser à l'exil. C'est le cas de notre collègue de la SADO, qui était président de la SADO à l'époque, M. Guillaume Guefa, qui a été poussé à l'exil, avec beaucoup d'autres animateurs des ONG des droits de l'homme, comme M. Emmanuel Kabengele. Et à l'époque, même notre regretté collègue Chebeya avait dû fuir d'abord pour se retrouver à Brazzaville, où on devait organiser le départ en exil de ces animateurs des ONG des droits de l'homme qui faisaient la guerre pratiquement au nouveau pouvoir qui venait de s'installer. Donc, je peux me résumer pour dire que pour le pouvoir qui s'est installé au Congo depuis l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que deux solutions. Soit on neutralise physiquement, on assassine tous ceux qui se présentent comme un handicap, tous ceux qui se présentent comme des gens qui ont une opinion contraire au pouvoir qui s'est installé, soit il faut les pousser à l'exil. Et quand nous avons poussé l'analyse un peu plus en profondeur, nous avons compris que le pouvoir qui s'est installé au Congo est un pouvoir manipulé de l'extérieur. Donc, à partir du Rwanda et aussi à partir de certaines puissances occidentales, comme les États-Unis, comme la Belgique, comme la Grande-Bretagne, et même la France et les autres puissances occidentales. Principalement pour le régime de Kigali, il fallait éliminer ou neutraliser toutes les élites congolaises dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économico-financier, dans les domaines du mouvement associatif, ainsi de suite. C'est ainsi qu'il y a eu une cascade d'assassinats. Vous vous rendrez compte qu'à l'est du pays, dès que l'AFDEL s'est installé, on a perdu des évêques au sud Kivu. Il y a Monseigneur Muzerewa et avec un autre évêque qui a été assassiné. Donc pour ce régime-là qui s'est installé à Kigali et qui manipule les pouvoirs de Kinshasa, les autorités de Kinshasa, parce que tout se fait en fonction des intérêts de Kigali, mais aussi en fonction des multinationales occidentales, il fallait neutraliser tout ce qui pouvait résister devant la machine de ces pouvoirs. C'est comme ça que la logique est simple. Soit il faut éliminer physiquement tous ceux qui résistent, soit il faut les pousser à l'exil. C'est ainsi que certains de mes collègues comme Paul Nsapou ont été poussés à l'exil avant l'organisation des élections de 2006, parce que la Ligue des électeurs de M. Paul Nsapou et d'autres organisations de la société civile exigeaient des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc quand vous avez des exigences comme celle-là, vous êtes un ennemi à abattre, ou si vous avez la chance, on vous pousse à l'exil. Parlons un peu du Rwanda.
tout le monde, nous tous, nous accusons Rwanda. Mais quel est l'intérêt que Rwanda peut avoir au Congo? L'explication est simple et cela ressort très souvent dans les rapports qui sont faits soit par les ONG locales, les ONG congolaises de défense des droits de l'homme, soit par les ONG internationales, soit par certains organes ou organismes des Nations Unies, et comme les panels des experts de l'ONU. Il y a beaucoup de rapports qui sont sortis depuis bientôt plus de 10 ans, on approche 15 ans, sur le Congo, qui montrent que la guerre de l'AFDEL était une guerre organisée à partir du Rwanda et de l'Ouganda. Et on a mis pratiquement une série de pays de l'Est, à commencer par l'Érythrée, l'Éthiopie, ainsi de suite, et même au niveau de la Tanzanie. Tous ces pays-là ont fait une coalition pour attaquer le Congo. En sourdine, ce sont les motifs économiques, parce que le Congo a des richesses qui sont convoitées par le monde entier, à commencer par les multinationales occidentales qui ont instrumentalisé les pays voisins du Congo et s'il faut dire le chien des chasses qui a pris la tête du peloton, c'est le Rwanda. Et le Rwanda avait d'abord des revendications sécuritaires, mais on a compris qu'en sourdine, c'était plutôt les intérêts économiques qui ont poussé le Rwanda, disons, le pouvoir, le régime actuel au Rwanda, le régime de M. Paul Kagame, pour pouvoir mettre la main sur les richesses du Congo. Et je vous renvoie plutôt à plusieurs interviews de M. Paul Kagame, soit avec Colette Brackman, soit avec la télévision Al Jazeera et d'autres chaînes de télévision. M. Paul Kagame traite les Congolais des êtres sans valeur. Et pratiquement, c'est comme, vous vous rappelez, à l'époque de l'épuration ethnique des Kassaïens au Katanga, M. Kungwa Kumans avait traité les Kassaïens des biloulous, c'est-à-dire des insectes qu'on pouvait écraser sans que personne ne puisse se mouvoir. Et il en est de même des massacres que le régime de Paul Kagame est en train d'organiser au Congo, sans que cela puisse émouvoir la communauté internationale. Et tout simplement parce que la grande partie de cette communauté internationale bénéficie de la guerre qui est menée au Congo à travers le Rwanda et l'Ouganda. Et je prends tout simplement l'anecdote qui a été donnée par le président du Congo voisin, le président Denis Sassou Nguesso, en parlant de Paul Kagame et de Joseph Kabila. Et monsieur le président du Congo-Brazzaville traite le président Kabila du cheval de Troie, et il traite M. Paul Kagame d'un handicapé qui se trouve sous un arbre et qui est en train de jouer avec des feuilles vertes, en disant: si vous voyez un handicapé sous un arbre en train de s'amuser avec des feuilles vertes, il faut bien vous dire qu'il y a quelqu'un qui est sur l'arbre et qui fait tomber ces feuilles-là pour que l'handicapé qui se trouve en bas puisse s'amuser avec ces feuilles. Cela est éloquent, et ça veut dire ceci: si Paul Kagame est en train de marcher sur le Congo, la RDC, ça signifie que derrière Paul Kagame, il y a de grandes puissances qui lui donnent cette force-là de pouvoir marcher sur le Congo et de piller les richesses du Congo en connivence avec les multinationales des pays occidentaux. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Je pense que vous aussi, en tant que défenseur des droits de l'homme, vous n'êtes pas en Europe en mission de service. Je crois vous faites partie à ce groupe de gens qu'on a forcés en exil.
Qu'en est-il de votre cas? Et comme je l'ai dit en passant, en disant que j'ai quitté Congo-Kinshasa le 22 mai 2010, à une semaine de l'assassinat de mon regretté collègue Floribert Chebeya de la Voix des Sans-Voix, qui a été assassiné dans les locaux de l'inspection générale de la police nationale, sur invitation du général John Numbi, qui était l'autorité suprême de la police nationale congolaise. Et quand j'ai appris l'assassinat de M. Chebeya, j'étais très affecté, mais au déroulement de l'enquête sur cet assassinat, on a eu des informations selon lesquelles, sur la table du colonel Moukalai, qui a piloté l'équipe d'exécution de Floribert Chebeya et de son chauffeur, M. Fidel Bazana, et sur la table du colonel Moukalai, il y avait une liste sur laquelle il y avait des noms des animateurs des ONG qui devaient être exécutés avec M. Chebeya. Et pour exemple, je voudrais simplement parler de la mobilisation des ONG des droits de l'homme autour de la fête du cinquantenaire de l'indépendance du Congo. Nous avions mobilisé les ONG qui devaient aussi mobiliser la population à l'époque pour empêcher le régime du président Kabila de pouvoir organiser des manifestations festives autour de l'anniversaire de 50 ans de l'indépendance du Congo. Et cela a été très mal interprété par les pouvoirs en place au Congo et même par les autorités belges, parce que nous nous étions opposés à l'arrivée du roi Albert II pour participer à cette commémoration. Et ça fait partie des motifs pour lesquels les pouvoirs de M. Kabila avaient pris la décision d'éliminer Chebeya. Et non seulement c'était Chebeya qui était visé, mais aussi nous tous qui avions mobilisé l'opinion pour boycotter les manifestations autour des choses du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. Et donc, je suis venu en Europe et j'ai pris le temps d'observer l'évolution de la situation du Congo. Pratiquement, je suis poussé à l'exil, mais je dois vous avouer que je n'ai pas encore demandé l'exil en Angleterre, où je suis en train de séjourner pour le moment. Mais les autorités en place au Congo veulent pousser tous les Congolais à l'exil pour laisser l'espace aux Rwandais qui doivent venir occuper le Congo et continuer leur projet pour arriver, si Dieu le permet, à la balkanisation du Congo. Mais il faut que je puisse vous donner une précision en disant que l'ancien secrétaire d'État américain, M. Herman Cohen, a fait des déclarations, je crois, l'année passée, avant les élections du 28 novembre 2011, en disant que les Congolais sont en train de rêver, mais l'Est du pays appartient déjà au Rwanda. Ça veut dire ceci. Le Rwanda, sans décréter officiellement l'annexion du Kivu, tous les Kivu, donc vous avez les trois provinces qui constituaient l'ancien Kivu, le Maniema, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et le Rwanda a réussi à l'étape actuelle la satellisation de l'ancien Kivu, c'est-à-dire c'est la partie utile du Congo qui regorge beaucoup de richesses naturelles. Vous avez les coltans, vous avez le pétrole dans le lac Kivu, vous avez le diamant, l'or partout à travers les trois provinces que j'ai citées. Et le Rwanda a déjà mis la main sur ces richesses parce que ces richesses ne participent plus au budget national du Congo, mais ce sont des richesses qui font partie maintenant des exportations du Rwanda. Donc, M. Herman Cohen avait bien raison de dire que le Kivu a déjà échappé au Congo et le Kivu est géré maintenant par le Rwanda. Donc, nous sommes déjà c'est une étape avant la balkanisation officielle, mais le président Paul Kagame peut se contenter de ça
Parce qu'à partir de ces richesses du Congo, il peut devenir millionnaire, ce qui ne pouvait pas être à partir seulement du Rwanda, quoi. La dernière question que tu peux dire au peuple congolais. La solution, sans être politicien, mais je crois qu'il y a des convergences de vues que je soutiens pour dire ceci. La solution au problème congolais ne viendra que des Congolais. Les Congolais, aujourd'hui, les élites en particulier, sont poussés à l'exil, mais il y a des personnalités qui résistent au pays, au prix de leur vie. Je crois qu'il faut les encourager. Et même si les Congolais qui sont dans la diaspora, il faut s'organiser comme les Congolais ont déjà commencé, la diaspora congolaise a commencé à le faire à travers des manifestations publiques pour interpeller les opinions publiques des pays occidentaux qui soutiennent un régime criminel, un régime qui ne respecte pas les libertés et les droits de l'homme des Congolais. Et il faut aussi encourager nos compatriotes qui luttent sur le terrain, parce que c'est en combinant ces deux fronts de lutte, le front de la diaspora et le front intérieur, que les Congolais parviendront à la solution finale pour la libération de leur pays. Donc j'encourage ceux qui sont au Congo, ceux qui sont restés sur place, parce que si tout le monde allait en exil, ça signifie que le Congo va échapper aux Congolais, les Rwandais pourront l'occuper et aider les multinationales occidentales qui veulent que le Congo, que les richesses du Congo ne puissent pas profiter aux Congolais. Donc ceux qui sont déjà sortis peuvent continuer à manifester, à sensibiliser les opinions publiques occidentales à travers les parlements, à travers les partis politiques qui prêtent l'oreille. Et je voudrais en passant féliciter le parti politique de M. Laurent Louis. Je crois que c'est un des rares Belges qui a manifesté sa sympathie par rapport à la misère des Congolais. Donc il faut y aller avec des actions de sensibilisation, mais aussi y aller avec des actions beaucoup plus rationalisées. Et je vous renvoie aussi aux différentes interventions des Congolais de la diaspora, comme M. l'abbé de l'équipe du groupe Epiphanie, il s'appelle Abbé Mbelou, mais il y a aussi l'abbé Mbuyamba, je crois, qui font un travail remarquable qu'il faut vraiment apprécier à sa juste valeur. Donc, il faut que cette minorité de Congolais qui peut entrer dans les différentes institutions des gouvernements occidentaux pour sensibiliser les personnes qui sont éprises de paix et de justice, qui peuvent prêter oreille et qui peuvent voir la misère des Congolais. Et il faut composer avec ces gens-là et on finira toujours par remporter la victoire, parce que dans l'histoire du monde entier, il n'y a aucune dictature qui a eu raison du peuple du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup, M. René, d'avoir passé sur EDTV, qui est la meilleure chaîne de diaspora congolaise ici en Europe, surtout en Belgique. On vous suit de partout, aux États-Unis, voire même au Venezuela. Il y a des Congolais qui nous écrivent de temps en temps pour dire que c'est bien de continuer avec votre travail, de nous informer le peuple congolais.